Donc, on va commencer par l'introduction. Donc, on a vu le syllabus ensemble, les différents chapitres. Donc, le premier module, c'est l'introduction. Donc, au niveau de l'introduction, on va parler essentiellement de l'évolution, d'où on est venu jusqu'au contrôle de gestion. C'est-à-dire, on va parler avant, c'était la comptabilité vraiment basique, c'était la caisse, au niveau de l'antiquité, l'agriculteur ou bien le rentier qui vend ses différents produits, il va créer sa caisse. Ce qui était important pour lui, c'était sa caisse. Et là, c'est-à-dire les entrées et les sorties en termes d'espèces. Après, on va évoluer au niveau de la comptabilité générale qui a commencé généralement dans les années 1800 en Italie. On a commencé à créer vraiment les premiers livres de comptabilité ont commencé à sortir. On a commencé à avoir la comptabilité vraiment à partir d'où on a débit, crédit. En tout cas, le plus ancien remonte à partir des années 1830. Après, on quitte à ce niveau, on passe de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. La comptabilité générale, on connaît tous, on va lister les différentes écritures à ce qu'on appelle le grand livre, c'est-à-dire toutes les transactions. Je vais acheter un bic, je vais venir mettre dans mon livre, puis j'achète un bic, je vais mettre le prix de vente. Si ça a un fournisseur qui l'a acheté, je vais mettre le prix à tel fournisseur. Si c'est à crédit ou à débit, ou au comptant, je vais marquer ça aussi également. On a commencé à suivre vraiment les différentes évolutions et la comptabilité générale nous permet vraiment d'avoir une photographie à travers soit le grand livre, soit la balance ou le bilan. Il y a une vraie photographie des actifs ou des passifs de l'entreprise. Après, on passe à la notion de comptabilité analytique, c'est-à-dire on commence à avoir des grosses structures dans les années 1910, 20 aux États-Unis. On a des unités industrielles qui ont commencé vraiment à être et on a des différents départements. Là, on veut savoir qui fait quoi, le département de la production, le département de la maintenance. Là, le besoin de mettre la comptabilité analytique a commencé à s'imposer. Là, on a mis en place la comptabilité analytique où, pour chaque département, on va essayer d'allouer des différents codes qu'on appelle des codes analytiques. Ça peut être des noms ou des alphanumériques ou bien les différents départements. On va prendre un exemple. Chez nous, ça va être le département finance, le département de la communauté, le département environnement, le département des opérations. Pourquoi on fait cela? C'est pour pouvoir suivre le budget après. Parce que si tu ne fais pas cela, tu ne sauras pas qui a dépassé quoi, qui a fait quoi et quelles sont les responsabilités. Donc, c'est pour cela qu'on a eu la comptabilité analytique en place. Mais qu'est-ce qui a fait que tous ces éléments-là, on a évolué comme ça? Dans la première option, on avait la demande qui était là, qui était supérieure à l'offre, c'est-à-dire il y avait moins de production, c'était le modèle artisanal, le mode de production, on produisait moins. Donc, la demande était toujours là, mais il n'y avait pas assez d'offres parce que ce n'était pas industrialisé. Mais à la deuxième position, on est passé à l'option que l'offre est devenue supérieure à la demande. C'est-à-dire, à partir des années 1970, on a eu le choc pétrolier. Le choc pétrolier, c'était dans les années 1970, c'est-à-dire que le pétrole vraiment a flashé. Et l'offre a commencé à avoir supérieure à la demande. On a eu les Chinois, les quatre pays du Corée du Sud qui ont commencé à vraiment inonder le marché des différents produits. Et les pays industriels ont commencé à avoir des difficultés. Donc, il fallait vraiment mettre les calculs de coûts en place et commencer à vraiment suivre la performance de l'entreprise à travers les différentes méthodes, ABC, budget, les tableaux de bord. On a également le Fordisme.
et le terrorisme, ça c'était dans les années 1910 aussi aux États-Unis, où on avait parlé de division scientifique du travail. Là, on divisait le travail, parce que la division scientifique du travail, c'est le fait que chaque ouvrier et chaque personne va faire une tâche spécifique. C'est-à-dire, le produit va se déplacer, vous venez te trouver quoi qui est arrêté. On ne va plus aller te déplacer. Par exemple, si je fais de la manutention, si je viens là, je vais essayer de me fatiguer, en plus, juste en me déplaçant. Mais si je suis arrêté à mon poste, et que c'est le produit qui vient me trouver à ma place, là, je vais être vraiment efficace. C'est ça qu'on appelle la division scientifique du travail. Et le Fordisme, c'est-à-dire, c'est faire un seul produit pour chaque type de marché. C'est-à-dire, Ford, qu'est-ce qui était sa force? Il a réussi de faire un véhicule, moi, on appelle Ford, c'était pour tout le marché américain. Donc, c'était la classe moyenne américaine qui avait de l'argent acheté sur ce Ford-là. Et ce Fordisme a permis à Ford d'avoir des économies d'échelle. Comme il fait un seul produit, il peut faire des grandes économies d'échelle et sans avoir de difficultés. Donc, il faut essentiellement retenir deux niveaux. Le premier niveau, la demande est supérieure à l'offre, et le deuxième niveau, l'offre est supérieure à la demande. Comme l'offre est supérieure à la demande, là, la concurrence est rude. Il faut vraiment maîtriser ses coûts, ses calculs de coûts. Avant, on n'avait pas de besoin. Si j'ai une offre, par exemple, moi, ma salle, là, si je suis seul sur le marché, je mets le prix que je veux. Mais si j'ai des concurrents, là, il faut que je m'accorde à mes concurrents. Il faut que je fasse attention à mes concurrents. Il faut que je tienne compte de mes coûts. Si je mets le groupe en marche, si je mets le fourrage en marche, parce que là, je suis obligé de curer ma force chaque fois. S'il y a du monde, donc il faut que je fasse attention à mes coûts. Alors qu'avant, je m'en foutais. Parce que j'étais seul sur le marché. Mais maintenant, avec les Chinois et le choc pétrolier, là, le prix, les coûts de production ont flambé parce que l'énergie est la base de toute transformation. Vu que le prix du pétrole a augmenté, toutes les industries ont commencé à avoir des difficultés. Donc, ils ont commencé à mettre maintenant en place des outils de calcul de coûts, de suivi de budget, des tableaux de bord, pour vraiment suivre, parce que là, le besoin se présentait. C'est bon, des questions, ceux qui sont en ligne. Sur cette évolution, donc, on va passer après à la stratégie. C'est quoi la stratégie selon vous? Quand on vous dit de définir la stratégie, comment vous pouvez le définir? Et pourquoi on met la stratégie en place? Donc, la stratégie, pourquoi on met mettre une stratégie en place? Est-ce que la notion de stratégie pour vous, c'est quoi? Et quelle est l'origine? D'où ça vient? Quand on vous parle de souci, la stratégie de guerre, qu'est-ce que ça vous dit? Océan bleu, océan rouge, toutes ces notions. Donc, généralement, la stratégie, ça vient des notions militaires. C'est les militaires qui ont commencé à mettre en place d'abord la stratégie pour pouvoir gagner une guerre ou bien une bataille. J'ai un adversaire en place, comment je vais gagner face à cet adversaire? Donc, c'est ces notions de stratégie militaire qui sont retrouvées dans le domaine de la gestion et du management. Vous allez voir la plupart des profs de gestion, de stratégie, c'est des militaires, soit des officiers de réserve, mais qui ont fait des grandes études de guerre, des écoles militaires, par exemple, à Paris, à l'école de guerre de Paris. Ils sont là, des officiers de réserve, qui font ces cours de stratégie et de management. Parce qu'à la base, les militaires, ils savent comment gagner une bataille, comment gagner une ville. Donc, ils vont essayer d'appliquer ces notions de guerre à la gestion ou à la gestion d'une entreprise. Parce que les chiffres là, ils font du jus. On a guerre là, ils font du jus.
c'est pas des années, hein, ça compte sur le marché. Le plus, celui qui a la bonne stratégie gagne plus de parts de marché. Donc, c'est pour cela qu'on va mettre en place une stratégie. Donc, pour définir, on dit la stratégie, c'est l'ensemble des actions menées de manière cohérente pour atteindre un objectif. Donc, ce qui est important, c'est l'ensemble des actions qu'on mène. Mais le but, c'est pour atteindre un objectif. Donc, action et pour atteindre ces objectifs. L'objectif, c'est de gagner soit une guerre ou bien gagner des parts de marché. Si je suis Trust Africa, j'ai des trucs, je les ai vus tout de suite à la pause, c'est le cabinet là qui regardait. Parce que c'est leur concurrent. Ils sont venus pour la formation, mais ça ne les intéresse pas. Hein. C'est pas leur problème. Je les ai vus, je disais, ils voient comment ça, parce qu'ils voient un potentiel concurrent. Ils ne les connaissaient pas peut-être. Ils vont aller informer les responsables. Ils vont commencer à mettre des stratégies comme la parce qu'ils sont dans le même marché. Les gens là sont avec les milliers, mais ils sont plus payés. Ils sont avec les Chinois, ça fait qu'il y a avec les trucs. Mais ils ont commencé déjà, ça c'est la stratégie. Quand tu vois une menace, tu sais, tu essaies de t'adapter directement. Donc l'objectif c'est de gagner des parts de marché. On fait cette stratégie, c'est pour vraiment gagner en termes économiques des parts de marché ou bien faire plus de chiffres d'affaires. Mais pour cela, il faut des indicateurs. On va mettre en place des indicateurs. Des indicateurs aussi à ce niveau. Des indicateurs soit de performance ou bien de pilotage. Selon vous, c'est quoi un indicateur de performance? C'est quoi un indicateur de pilotage? Avec des exemples sur vous, et à Trust Africa, vous allez mettre quoi comme indicateur de performance? C'est comme indicateur de pilotage. Adjacifo. La notion d'indicateur de performance, c'est l'indicateur de pilotage. La notion de performance d'abord, ça c'est au niveau stratégique. Le PDG de l'entreprise va dire, ok d'accord, on est 5 sur le marché, ou bien on est 2 sur le marché. J'ai aujourd'hui 10% de part de marché. Mon objectif cette année, c'est d'avoir 15%, ou bien de monter à 20% de part de marché. Là, c'est un indicateur de performance. À la fin de l'année, je peux mesurer cet indicateur de performance. Mais pour atteindre ces indicateurs de performance, il faut mettre en place des indicateurs de pilotage. Si je suis Jastifo, j'ai vu, c'est quoi le nom de votre fille là? Commando. Commando, j'ai 10% de part de marché aujourd'hui. Je vais monter à 50% de part de marché. Il faut que mon chef va me donner ce objectif, mais il faut que je mette en place des indicateurs de pilotage. Pour avoir 50% de part de marché, ce n'est pas dans la bouche. Il faut que j'ai des points de vente. Il faut que j'ai des commerciaux. Il faut que je forme mes commerciaux. Donc, tous ces éléments vont constituer des indicateurs de pilotage. Il faut que je recrute mes commerciaux. Donc, ces notions-là seront les pilotages. C'est ça qui va me permettre de piloter pour que je puisse. Parce que si je ne suis pas le pilotage là, je ne pourrai jamais atteindre la performance qu'on m'a donnée. La performance, on va la définir au niveau soit du conseil d'administration. Si il y a un conseil d'administration se tient, c'est là-bas le poste de l'entreprise. En tout cas, où les personnels vont dire, c'est ça qu'on veut. Le reste, nous qui sommes sur le terrain, c'est à nous de nous arranger pour qu'on puisse atteindre ces éléments-là. Donc, au niveau du budget, on va tenir compte de tous ces éléments. Comme on m'a dit d'atteindre 5% et 50% de part de marché, il faut que j'ai un budget de recrutement conséquent. Il faut que j'ai un budget d'investissement conséquent parce qu'il nous faut des nouveaux points de vente. Et ces nouveaux points de vente, il faut les équiper aussi. Donc, ces deux notions, performance et pilotage, ce sont des ratios aussi. Ça peut être 50% de part de marché.